Faut 1 heure pour se démaquiller. Mettre le calme. Faut que tu te démaquilles. Ouais, c'est ça. Ça va. Non, puis ils vendent des petits messages avec une merde, c'est le problème. Moi, l'avantage, c'est qu'à ce temps-là, c'est ouais. Là, il y en a 10 avec l'heure. Bien, la séance est reprise. Bon, notre ordre de jour appelle à présent l'examen de 2 projets de loi dont nous sommes saisis en vue de l'approbation des 2 conventions bilatérales, et 2 accords internationaux. On va commencer par le premier, ce qui est une bonne idée. Le premier de ces 2 textes, c'est le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. Et de la convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal. Notre rapporteur est notre collègue Sylvain Maillard. Je crois que ce n'est pas la peine de présenter plus avant ces textes. Je lui donne la parole. Son rapport dit tout. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il m'appartient de vous présenter aujourd'hui les conventions d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclues avec le Sénégal et dont il vous est demandé d'autoriser l'approbation. Ces conventions, négociées à la demande du Sénégal, ont été signées à Paris en 2021. La France est actuellement liée au Sénégal par un accord de coopération judiciaire signé en 1974. Une bonne année. Toutefois, depuis cette époque, les évolutions notables sont intervenues. La criminalité organisée s'est internationalisée et complexifiée avec des réseaux de trafic d'êtres humains, de stupéfiants, d'armes, de cybercriminalité qui exercent leur activité dans la bande sahélo-saharienne avec des ramifications en Europe. La visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Dakar en décembre dernier a été l'occasion pour les autorités de nos 2 pays de faire le point notamment sur les réseaux d'immigration ainsi que sur le trafic international de crack dont nous connaissons les répercussions dans certains quartiers de Paris. Les pays de la région font face par ailleurs depuis plusieurs années dans des proportions inédites à une menace terroriste qui continue à faire de nombreuses victimes. Le Sénégal a été pour l'instant épargné par les attentats et l'islamisme radical ne semble pas s'y être implanté sérieusement. On le doit peut-être à la forte présence des confréries religieuses d'inspiration soufie qui certes promeuvent un islam aux principes plutôt conservateurs, mais tolérant et sans attache avec une violence de type djihadiste. Tel n'est pas en revanche le cas dans les pays voisins comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Comme l'a rappelé le 19 janvier dernier le général Babacar Gaye, l'ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal, ayant exercé les responsabilités dans le cadre de l'ONU, il a bien une crise sécuritaire dans le Sahel qui ébranle tous les ordres établis, tous les équilibres. Dans ce contexte, la porosité de la frontière sénégalo-malienne de plus de 500 km est de nature à fragiliser l'est du Sénégal, région déjà pauvre et relativement délaissée. La criminalité organisée et le terrorisme ont au demeurant tendance à s'entremêler. Les autorités françaises peuvent avoir à connaître ce type d'affaires, soit que des ressortissants français figurent parmi les victimes, soit au contraire, ils soient mis en cause, soit encore que les dossiers concernés soient susceptibles d'avoir des répercussions pour la sécurité de notre pays. En sens inverse, les autorités sénégalaises peuvent avoir besoin de la coopération des juridictions françaises dans un certain nombre de dossiers d'une certaine envergure.
L'accord bilatéral de 1974 n'apparaît plus adapté aujourd'hui dans bien des domaines aux nouveaux défis posés par la criminalité organisée et par le terrorisme. L'exécution des demandes françaises d'entraide, d'extradition, se révèle ainsi particulièrement lente. Les présentes conventions visent donc à rénover un cadre juridique devenu obsolète, en vue notamment de favoriser une exécution plus rapide et plus efficace des demandes. Elles visent aussi à prendre en compte les bouleversements techniques et technologiques intervenus, avec en particulier la généralisation du numérique et la dématérialisation. Ces conventions organisent de manière claire les modalités de communication et de transmission des demandes d'entraide et d'extradition, notamment dans les cas les plus urgents. Elles posent expressément une obligation de célérité. Je rappelle à toute fin utile et pour éviter toute ambiguïté que l'extradition n'a rien à voir ni avec l'expulsion ni avec le droit des étrangers. Elle est une procédure à caractère judiciaire visant à remettre l'auteur d'un délit ou d'un crime à un autre État pour qu'il puisse y être jugé ou y exécuter sa peine. Elle a pour objet d'empêcher que l'auteur d'une infraction d'une certaine gravité aille chercher refuge dans un autre État pour ne pas répondre à ses actes. La Convention d'entraide judiciaire, en particulier, permet de recourir aux techniques modernes d'enquête telles que les auditions par vidéoconférence ou visioconférence, les demandes d'informations en matière bancaire, les saisies et confiscations d'avoirs criminels, les interceptions de télécommunications, les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration. Autant de domaines qui n'étaient pas couverts par l'accord de 1974 et qui constituent aujourd'hui des outils essentiels dans la lutte contre la criminalité et contre le terrorisme. Ces conventions prévoient, et c'est essentiel, les garanties indispensables qui doivent entourer ce type de procédure. L'entraide peut ainsi être refusée si la demande se rapporte à des infractions politiques. Les témoins, experts ou personnes poursuivies, lorsqu'elles sont appelées à comparaître devant les autorités judiciaires du pays demandeur, bénéficient d'immunités précisément définies. De même, l'extradition ne saurait être accordée lorsque les infractions rapprochées sont de nature militaire ou politique, ou s'il existe des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée en vue de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de genre, de religion, de nationalité ou d'opinion politique. Par ailleurs, en vertu du principe dit de spécialité, une personne ne pourra être poursuivie pour un fait autre que celui ayant motivé son extradition. Une clause excluant l'extradition lorsque l'infraction concernée fait encourir la peine de mort figure aussi dans la Convention, alors que même le Sénégal a aboli la peine capitale en 2004 et que la dernière exécution remontait à 1967, soit 10 ans avant la dernière exécution en France. Les deux conventions comportent également des garanties pour la protection des données personnelles. Les textes négociés ont fait l'objet d'une élaboration attentive, largement inspirée des mécanismes de coopération de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Ils sont très proches des conventions signées avec le Burkina Faso et le Niger en 2018, dont l'Assemblée nationale avait autorisé l'approbation et qui sont déjà entrées en vigueur. Il me paraît important que cette modernisation du cadre juridique s'accompagne d'une disponibilité de notre pays pour aider le Sénégal à s'approprier ces nouveaux outils. La France a commencé à le faire par l'intermédiaire de son magistrat de liaison en poste à Dakar. Par ailleurs, un projet mis en œuvre par Expertise France depuis un an tend à développer au Sénégal un bureau de l'entraide pénale internationale sur le modèle du bureau français. La France a contribué ainsi à la création de l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale de Dakar. Elle met par ailleurs en œuvre des programmes de formation des magistrats étrangers, notamment africains. La coopération judiciaire entre nos deux pays peut s'appuyer sur une culture juridique et administrative en grande partie commune. Notre organisation judiciaire est en effet largement similaire, avec un degré de juridiction, une Cour suprême connaissant des recours en cassation, un Conseil constitutionnel, une Cour des comptes et un Conseil supérieur de la magistrature, pour ne citer que ces exemples. Les principes classiques du droit pénal français, tels que le principe de l'égalité, des délits et des peines, ont également été repris dans le Code pénal sénégalais en 1965, complété par de nouvelles incriminations. J'ajouterai que cette coopération, au-delà même du cadre juridique qui nous rapproche, peut s'appuyer sur les liens d'amitié particulièrement anciens et solides. Rappelons que la langue officielle du Sénégal est le français, ou encore que les 2/3 des étudiants sénégalais à l'étranger se trouvent en France, où ils constituent le premier contingent d'étudiants étrangers
francophones. Fait significatif également, le Sénégal est le seul pays d'Afrique subsaharienne avec lequel la France tient un séminaire intergouvernemental alternativement à Dakar et à Paris. La 5e édition s'est tenue le 8 décembre dernier. Les visites bilatérales entre nos deux autorités sont nombreuses. Elles peuvent d'ailleurs, au besoin, être l'occasion de se dire des choses lorsque nos vues ne concordent pas. Tel avait été le cas, par exemple, lors de l'adhésion du Sénégal en 2020 à la déclaration dite du consensus de Genève. La France restera également attentive, par exemple, dans le respect, bien sûr, de la souveraineté du Sénégal, aux conditions de déroulement des élections en 2024. En résumé, au regard tant des enjeux de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme que des liens forts qui nous unissent au Sénégal, l'approbation de ces conventions me paraît particulièrement opportune et bienvenue. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter le présent projet de loi qui l'autorise. Je vous en remercie. Merci infiniment, monsieur le rapporteur. Pour le premier groupe à prendre la parole est celui des socialistes et apparentés, et c'est donc monsieur Alain David qui s'y colle. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on l'a vu, le Sénégal entretient depuis l'accord de coopération judiciaire de 1974 des relations de coopération significatives en la matière. Les traités internationaux conclus dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, dont il est partie, et qui l'engagent dans le cadre de la coopération judiciaire avec la France sont nombreux. La Convention unique sur les stupéfiants, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par la résolution 55-25 de l'Assemblée générale et la Convention contre la corruption. La France est le principal demandeur en termes de coopération judiciaire. On note depuis 2011 un nombre significatif de demandes de coopération, avec 108 demandes d'entraide judiciaire, dont 40 sont toujours en cours d'exécution et 14 dénonciations officielles. Les délais de demande d'exécution restent parfois longs et l'on peut former le souhait que ces textes accélèrent les procédures et facilitent les démarches. En tout état de cause, le groupe socialiste et apparenté votera ces textes qui ne sont pas seulement techniques, mais constituent un indéniable progrès. Merci. Bon, ce n'est pas une question posée au rapporteur, mais peut-être Non. veut-il dire quelque chose ou remercier peut-être monsieur David. Juste, voilà. Merci monsieur David. Et moi je crois qu'on est vraiment parfaitement alignés. Et donc je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions plus précises. Bien, votre groupe. Comme elles ne viennent pas maintenant, c'est une très bonne chose. Pour Horizon et apparenté, c'est madame Cochert, bien sûr. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors là, comme vous l'avez dit, la France engagée depuis maintenant 10 ans au Sahel se doit de disposer d'outils juridiques appropriés avec ses partenaires dans la région pour lutter efficacement contre le terrorisme. La demande de modernisation de la part du Sénégal du cadre fixé par la Convention de 1974 est une opportunité d'adapter notre coopération en matière pénale à ces nouveaux enjeux. Ces deux conventions incluent en effet des stipulations spécifiques visant à favoriser les auditions par visioconférence et permettant des moyens d'action plus importants dans nos missions d'infiltration des réseaux criminels. La convention d'entraide judiciaire en matière pénale et la convention d'extradition sont en parfaite cohérence avec nos engagements internationaux. Elles sont relativement similaires aux conventions existantes au sein de l'espace économique européen et entre les pays du Conseil de l'Europe. Elle préserve de même notre souveraineté avec suffisamment de garanties permettant de refuser une entraide ou une extradition pour des raisons d'ordre politique ou touchant à la sécurité nationale. Le groupe Horizon et apparenté votera donc en conséquence en faveur de ce projet de loi. Monsieur le rapporteur, vous revenez brièvement dans votre rapport sur le regain de conservatisme dans la société civile sénégalaise. Vous faites notamment référence à la signature par le Sénégal du consensus de Genève, un texte ouvertement hostile à l'avortement. Est-ce que ce regain de conservatisme pourrait avoir un impact sur les conventions que nous examinons aujourd'hui ou leur application future ? Il y a une question, monsieur le rapporteur.
Oui, c'est évidemment un regard extrêmement attentif que nous devons avoir par rapport à ces prises de position politiques. On a une situation compliquée au Sénégal à l'heure actuelle, avec une situation politique extrêmement difficile. La Convention, pour son application, au fond, est assez étanche aux questions politiques, en tout cas à l'organisation politique et à la conduite gouvernementale. Mais l'idée, elle est très simple, c'est de pouvoir évidemment normaliser les relations et de pouvoir protéger à travers cette convention des modifications d'interprétation de la doctrine politique ou des opposants politiques du gouvernement actuel ou des gouvernements qui viendraient à être en place au Sénégal. Donc nous devons être relativement étanches tout en étant très attentifs à les vraies difficultés que traverse actuellement le Sénégal. D'ailleurs, dans mon discours tout à l'heure, je remettais en exergue parfois et entre autres la déclaration de Genève dont vous parliez tout à l'heure, de certaines, en tout cas, dérives de notre point de vue, mais qui ne doivent pas entacher les bonnes relations que nous avons traditionnellement avec le Sénégal. Je vous remercie. Pour les écologistes apparentés, c'est Monsieur Taché, député du Val-d'Oise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, il faut évidemment d'abord rappeler la relation spécifique qui unit le Sénégal à la France. C'est une relation complexe puisqu'il s'agit de la plus ancienne colonie africaine de la France. Plus de 60 ans après son indépendance, on assiste aujourd'hui à la montée d'un sentiment anti-français aussi dans toute une frange de la population, aussi au Sénégal. Il faut donc traiter ce dossier avec la hauteur de vue nécessaire, considérant notre histoire commune, en faisant preuve d'humilité et de respect. Les termes du premier accord concernant l'entraide judiciaire ne semblent pas poser de problème particulier. Il s'agit là d'un texte qui permettra de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue et le terrorisme. Il existe en effet de nombreux accords identiques, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. Et si cela peut permettre de faciliter la conduite d'enquête judiciaire, tant mieux. Le second accord doit, à notre sens, être regardé de plus près. Qu'il s'agisse de l'exercice d'une peine ou de poursuites pénales, le projet de convention stipule que si les infractions reprochées sont de nature militaire ou politique, il existe un droit obligatoire de refuser l'extradition. Mais quel est le périmètre exact d'une infraction politique dans un pays où le pouvoir exerce un contrôle de plus en plus autoritaire sur ses citoyens ? En effet, Macky Sall, président de la République, semble peu enclin à laisser son siège lors des élections de 2024. La constitution sénégalaise limite pourtant le nombre de mandats consécutifs à 2. La stabilité de ce pays, souvent présenté à l'extérieur comme un modèle de démocratie dans la région, est ainsi mise à l'épreuve. Alors qu'une opposition se forme, ses responsables ont presque tous eu affaire à la justice au cours des dernières années. Lors des manifestations, le gouvernement n'a pas hésité à utiliser les blindés contre la foule, le ministre de l'Intérieur traitant les manifestants de terroristes. A suspendu d'ailleurs 2 chaînes de télévision pour avoir diffusé des vidéos de manifestations et a coupé Internet à plusieurs reprises. Enfin, la dizaine de morts et les centaines d'arrestations témoignent de la violence de la répression. Certains leaders politiques ont d'ailleurs été arrêtés durant la manifestation du 17 juin à Dakar. C'est le cas de Diarra Fam et de Déthié Fall, député, et d'Ahmed Aïdara, maire. Ce dernier a été jugé pour participation à un attroupement non armé. Ont été requis une peine d'1 mois de prison avec sursis et une amende de 50 000 francs CFA. Nous sommes actuellement dans l'attente du verdict. Ces dérives m'inquiètent profondément pour la suite. La voix de la France n'est pas neutre. Nous sommes le premier partenaire commercial du Sénégal et l'AFD est l'un des premiers bailleurs du pays, avec un engagement total d'1,4 milliard d'euros. Notre rôle n'est certes pas de se mêler des affaires de politique intérieure du pays. Cependant, la France doit rester garante des principes démocratiques qui construisent notre image à l'international. En ce sens, monsieur le rapporteur, sommes-nous absolument certains que cette convention, la seconde, ne pourra pas être utilisée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement actuel comme élément dans une stratégie de conservation de son pouvoir. Malgré les garde-fous que ce texte contient, en sommes-nous, chers collègues, absolument certains. Alors que notre image en Afrique de l'Ouest est au plus mal, il faut à tout prix éviter de l'abîmer davantage en laissant paraître l'idée que nous pourrions influencer d'une quelconque manière l'autodétermination des peuples. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Bon. Monsieur le rapporteur, si vous Il y a beaucoup de choses. Merci, Monsieur le Président. Cher Aurélien, moi je peux tout à fait m'associer aux beaucoup de propos que vous venez de dire. Juste rappeler que c'est le regard du juge français. C'est une entraide judiciaire, c'est un regard du juge français qui décidera comment elle doit être appliquée. Et donc les garanties, elles sont, en tout cas dans notre sens, elles sont au regard de la justice qui est en France, je crois. Exactement, je crois impartial. Donc là-dessus, nous pouvons être rassurés. Après, sur votre propos politique, sur la situation au Sénégal, je m'y associe complètement. C'est voilà qui est clairement dit. Maintenant, c'est pour
Renaissance, Madame la députée Lacrafi. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour cette intervention qui nous permet de resituer les enjeux de ces deux conventions. Vous l'avez rappelé, le Sénégal est un partenaire essentiel de la France en Afrique de l'Ouest. La relation est dense du point de vue des échanges culturels et éducatifs. Elle est aussi dense du point de vue humain, avec une importante communauté française sur place et une diaspora sénégalaise implantée en France de longue date. Très significative également d'un point de vue économique, notre pays est le premier partenaire commercial et le premier investisseur étranger au Sénégal. Au niveau politique, vous l'avez rappelé également, un séminaire intergouvernemental et un cadre légal et conventionnel dans différents domaines structurent nos relations chaque année. Il en est ainsi de notre convention de coopération en matière judiciaire qui date de 1974. L'environnement dans lequel le Sénégal se trouve actuellement, proche de la zone d'instabilité de la bande sahélo-saharienne, mais aussi de flux importants en rapport avec le trafic de stupéfiants, nécessitant la mise en place de nouveaux outils permettant de faire face à ces nouvelles menaces, terroristes, trafic de drogue, cybercriminalité. Par ailleurs, les moyens techniques ont aussi évolué et font bouger les pratiques en matière de coopération judiciaire. Ces deux conventions d'entraide judiciaire et d'extradition fournissent de nouveaux outils permettant de s'adapter au contexte et aux pratiques actuelles. Je salue par ailleurs l'appui que la France apporte à la création d'un bureau d'entraide pénale à Dakar avec l'appui d'Expertise France. Ma question concerne une menace évoquée dans le rapport et qui est assez médiatisée car elle fait l'objet de plusieurs reportages à la télévision française ces dernières années. La criminalité basée sur les arnaques en ligne qui est parfois l'œuvre de ressortissants sénégalais. Je souhaite savoir si ces dispositifs spécifiques de lutte contre cette cybercriminalité sont mis en place au Sénégal et font l'objet d'une coopération policière dédiée. Je vous en remercie et bien entendu, le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Oui, merci Madame Lacrafi, chère Amélia. Évidemment, c'est aussi un des points importants, c'est cette cybercriminalité qui n'était évidemment pas, qui ne faisait pas partie du premier accord en 1974, qui s'est largement développé, qui se développe sous plein de formes. Vous en avez mentionné une bien connue, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Cet accord nous permettra d'aller pouvoir poursuivre plus facilement ceux qui s'y adonnent, soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres axes d'actes dans l'autre sens. Et donc pour nous, l'important, c'est qu'on puisse avoir des outils adéquats pour ne pas laisser la criminalité s'organiser et profiter du fait de ne pas être du côté de la frontière qui permet d'être jugé. Donc pour les gens, pour les Sénégalais, de ne pas être en France, par exemple. Merci. Pour le Rassemblement national, Kevin Pfeffer. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce texte technique sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Sénégal est une bonne chose. Il va dans le bon sens, le sens souhaitable d'une entraide pour la lutte contre la criminalité entre nos deux pays, le sens du développement de nos relations franco-africaines. D'ailleurs, tout comme la partie du texte sur la convention d'extradition, il serait souhaitable que le gouvernement travaille à des accords similaires avec tous les pays africains pour la bonne exécution des OQTF qui surgissent tant de fois dans l'actualité souvent malheureuse de notre pays. Alors je l'ai dit, ce texte est une bonne chose, toutefois il n'est qu'une étape, une pierre dans la construction et le développement de nos relations, tant les précédents et l'actuel gouvernement ont délaissé les amitiés franco-africaines. Et nous en payons d'ailleurs aujourd'hui le prix, comme le prouvent nos déboires maliens, mais aussi l'actualité au Burkina Faso, exemple extrême de notre perte d'influence, pire de notre perte de considération. Mais il existe encore une envie de France en Afrique, et le Rassemblement national souhaite lui amplifier ses relations. Amplifier par exemple le développement de la francophonie, nous en avons parlé la semaine dernière, pour en faire un véritable outil de développement industriel et de coopération économique. Et le Sénégal, dont nous parlons aujourd'hui, pourrait être un acteur majeur de ces relations amplifiées que nous souhaitons. Nous prêtons d'ailleurs une attention toute particulière à ce pays que notre présidente Marine Le Pen a visité la semaine passée, visite pendant laquelle elle a pu réaffirmer au président Macky Sall notre vision d'une relation France-Sénégal plus riche, plus amicale, plus fréquente. Nous proposons d'ailleurs depuis longtemps, pour améliorer la stabilité du monde, de cesser de dénier à l'Afrique la place légitime qui doit lui revenir dans l'organisation de la communauté internationale. Et à ce titre, le continent devrait bénéficier d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Sénégal, État de droit, respectueux des alternances politiques, pays uni autour de ses cultures séculaires, doté d'une diplomatie rayonnante, pourrait assumer cette charge. J'ai volontairement élargi mon propos pour insister sur le fait que nous nous félicitons que des mesures soient prises pour améliorer les relations entre nos deux pays, et c'est pour cela que notre groupe votera en faveur de ce texte.
Très bien, je vous remercie, monsieur le député de la Moselle. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous ponctuer le commentaire de notre collègue? Rapidement, Monsieur le Président. Oui, je suis certain que le président Macky Sall va être très intéressé par la vision stratégique de Marine Le Pen. Je crois que c'est bien que vous l'ayez rappelé. Sur les OQTF, ça n'a rien à voir là sur cette convention. C'est un autre sujet qui pourrait être discuté, mais en tout cas, ça n'a rien à voir dans cette convention. Pour le type de convention, cette convention, dans votre propos, vraiment vous le reprécisez, on a déjà le même type ou quasiment le même type de convention avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Niger, qui sont en application pour 2 d'entre eux déjà depuis 2018. Merci, monsieur le rapporteur. Maintenant, pour la France insoumise, monsieur le député du Val d'Oise, monsieur Le Gall. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Nous avons évidemment toujours des accords de principe sur ce type de texte. La coopération judiciaire est fondamentale à l'échelle internationale. Pour autant, en l'état de ce texte, nous voterons contre. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, quand vous dites qu'on peut séparer le politique du judiciaire. Et d'ailleurs, l'opposition sénégalaise, très inquiète sur les dérives actuelles du président Macky Sall, qui risquent de s'aggraver, puisqu'on sait très bien qu'il envisage de faire un 3e mandat, nous supplie de ne pas mettre en œuvre ce texte en l'état. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité, peut-être, de faire Par exemple, l'opposition propose des amendements qui définiraient mieux qu'est-ce qu'on appelle terrorisme. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la dérive du président Macky Sall, tout opposant politique est un terroriste. Alors j'entends ce que vous dites quand ça restera la liberté du juge français, mais enfin, en attendant, si la situation est déjà aussi confuse au départ, il y a tout lieu de s'inquiéter sur la manière dont vont s'opérer les extraditions. Amnesty alerte également sur le caractère extrêmement extensif de la définition du terrorisme qui s'applique actuellement de plus en plus au Sénégal. Je ne rappellerai pas les faits qui ont été rapportés par certains collègues, les morts dans les manifestations, l'interdiction systématique des rassemblements d'opposition. Et donc ce texte, pour nous, il arrive au mauvais moment avec le mauvais interlocuteur. Il y a un gros malentendu sur la question de la coopération entre la France et l'Afrique. L'immense majorité des peuples africains n'ont rien contre la France en général. Elles ont un certain nombre de griefs à faire, et entre autres, des griefs à faire sur le fait qu'on soutient des dirigeants qui sont détestés par leur peuple. Et au Sénégal, les vagues de violences anti-françaises que je dénonce, alimentées par des gens, entre autres, comme Kémy Séba, etc., elles ont, si vous regardez bien la chronologie, elles ont eu lieu au moment où la France donnait, à tort ou à raison, l'impression de soutenir Macky Sall face à une opposition qui, à mon avis, est majoritaire dans le pays. Donc c'est d'ailleurs pour ça que même le déplacement de Mme Le Pen ne change rien à l'affaire. Il ne reproche pas à la France d'être en Afrique, il reproche à la France de soutenir des régimes. C'est exactement ce qui s'est passé au Tchad également. Donc à mon avis, ce texte intervient au plus mauvais moment. Il ne comprend pas les bons termes, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé, nous, de le sortir de la procédure simplifiée, parce qu'il est important qu'à travers ce texte, on ait un vrai débat sur qu'est-ce que c'est la coopération entre la France et les pays africains. Oui, merci Monsieur Le Gall. Écoutez, là on a une perception, là j'entends votre propos politique, je pense qu'on pourrait d'ailleurs en discuter, de la façon dont ce sentiment anti-français s'est développé. On n'a pas forcément la même approche, peut-être que c'est un mélange de beaucoup de choses, probablement mélange de beaucoup de choses. En tout cas, nous, ce qui nous paraît important, c'est de rénover cette convention qui était, alors peut-être là, je vais mettre de l'eau à votre moulin, mais qui était à l'initiative du Sénégal, qui souhaite évidemment réactualiser. Je pense que sur des délits dont a parlé tout à l'heure notre collègue Lacrafi, je pense que ça me semble important que, du point de vue cybercriminalité, on puisse actualiser aussi notre coopération. Il y a aussi beaucoup, il n'y a pas que des difficultés. Vous en avez parlé, un axe politique, mais il y a aussi de la criminalité, il y a besoin d'entraide, il y a des problèmes de drogue importants, on a besoin de renforcer nos liens les uns avec les autres. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les points que vous avez mentionnés et rappeler qu'il y aura toujours le regard du juge, le juge français. Donc je crois qu'on peut être quand même relativement en confiance dessus. Et dire, et je vais terminer là-dessus, que ces conventions sont vraiment fait à l'origine sur des modèles de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Donc je pense qu'il y a toutes les garanties, mais on en discutera avec grand plaisir. Je voudrais juste dire un mot à ce stade.
je ne crois pas que les sentiments anti-français qui se sont exprimés assez fortement à l'occasion de différents troubles étaient un lien avec une complaisance particulière pour Macky Sall. Je crois que simplement c'est un levier qui est très facilement exploitable par les opposants, quel qu'il soit, et dont ils ne se privent pas. Moi, en tout cas, la conversation assez longue, l'entretien que m'avait accordé le président Macky Sall au mois de mars dernier, si je me rappelle bien, entretien d'1 heure, il n'avait pas ménagé les critiques à l'égard de notre pays. Et d'ailleurs, ça s'était exprimé par le non-vote de la résolution sur l'Ukraine, qui a été quand même un peu une surprise. Mais d'une façon générale, il mettait assez fortement en cause les responsabilités de la France sur l'opération en Libye, qui était selon lui l'une des causes de cette espèce de mouvement terroriste qui descendait progressivement à partir de la Libye jusqu'au golfe de Guinée au sens large. Donc je trouve que je pense que ce sont deux variables assez indépendantes, mais je comprends très bien. Je voulais simplement apporter cette précision d'information, c'est tout. J'ai dernière intervenante pour le groupe démocrate, modem et indépendant, Madame la députée du Puy-de-Dôme, Madame Wischinski. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à notre rapporteur, d'abord. Et je crois que mon ancienne vie de juge, j'espère, apportera un autre éclairage. Très rapidement, l'objet de ces accords, c'est de moderniser un accord précédent qui existe déjà, qui est la Convention de 1974 sur la coopération judiciaire et qui comprenait aussi dans son champ l'extradition. Donc, je dirais que sur la coopération judiciaire, et quand on sait ce qui se passe à la Porte de la Chapelle, par exemple, quand on y vit, quand on connaît ces rues, quand on pense à l'immigration clandestine, quand on pense à la menace terroriste dans la fameuse BSS que nous avons évoquée ce matin, on ne peut qu'être favorable à une amélioration, je dirais, de la performance de la coopération judiciaire. Nous avons des systèmes juridiques assez proches, une organisation judiciaire tout à fait similaire, des codes similaires aussi. Il y a maintenant un magistrat liaison, ce qui est assez novateur, et même un bureau d'entraide qui est en train de se créer. Donc je ne comprends pas comment on ne peut pas être favorable à cette amélioration. Sur la politique actuelle, moi, j'appartiens à une génération qui apprenait les poésies de Léopold Sédar Senghor. Donc, je connais l'histoire de nos relations avec le Sénégal. Aujourd'hui, elle n'est pas la même. C'est vrai, je rappelle que le premier président de la République du Sénégal, Léopold Senghor, avait été ministre en France. Bref, je referme cette parenthèse pour dire que si la situation politique au Sénégal peut poser question et pose question, il faut aussi faire confiance aux juges. Le politique n'est pas le juge n'est pas le politique. Et pour bien connaître la procédure d'extradition, je crois que nous n'avons pas de crainte excessive à avoir. Je termine par une toute petite question, mais qui s'inscrit un peu dans ce contexte. Est-ce que vous pensez au contraire que le renforcement de cette coopération puisse avoir une incidence sur les critiques dont la France fait l'objet sur son action dans les régions du Sahel? Je vous remercie. Vous pouvez répondre à Madame Wischinski. Madame la députée, je ne sais pas quoi vous répondre à ce que vous dites sur cette dernière question. Est-ce que ça renforcera? Je ne le pense pas. L'histoire nous le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on puisse, vous l'avez dit dans des termes, je crois, parfaitement adéquats, qu'on puisse moderniser une convention qui existe déjà et qui doit correspondre à notre siècle. Elle date d'un autre siècle avec d'autres difficultés, avec d'autres technologies. Il faut absolument qu'on la modernise. Le sentiment anti-français qui est largement aussi utilisé, c'est le ressort. Le président l'a rappelé il y a quelques minutes
je crois qu'il ne se basera pas uniquement sur une actualisation de cet accord. Et je crois que cet accord est vraiment important dans les mois et dans les années qui viennent. Si je n'ai plus de demande de parole, sauf une demande de Monsieur Petit, qui toujours arrive à la fin. Alors je lui donne la parole très rapidement, parce qu'il faut... En tout cas, la liste est close maintenant. Très rapidement, le modem outrageusement. Oui, merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je voulais juste alerter la Commission sur la contradiction qu'a commencé à relever ma collègue Laurence. Vous l'avez cité, Monsieur le rapporteur, la présence d'Expertise France. C'est-à-dire que vous savez, mes chers collègues, que je suis rapporteur du 185. Ça fait 5 ans que nous nous battons pour que le gouvernement casse les silos qui font justement ce que nous avons regretté tout à l'heure avec le chef d'état-major, c'est-à-dire que la France n'intervient pas de manière globale. Or là, cette convention, cette modernisation de la convention, non seulement elle est nécessaire, comme nous l'avons dit, mais en plus elle suit un processus de modernisation de notre administration et de notre diplomatie d'influence par l'intervention de JCI et d'Expertise France. Ce sont des évolutions qui ont eu lieu il y a 3-4 ans, qui permettent aujourd'hui d'avoir vraiment une coopération dans des domaines qui font que la présence française, de manière... Évidemment, on ne peut pas savoir ce que ça va faire, mais permet et maintient cette coopération. Donc je suis complètement surpris que la solution soit toujours on s'en va, on fait tout, on règle tout et après on commence le match. Non, la France est présente, elle est présente avec l'outil adéquat, modernisé, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc je suis absolument surpris qu'on puisse voter contre cette ratification. Bon, je crois que M. Petit dit qu'il est pour. Est-ce que vous voulez ajouter un mot, monsieur le rapporteur? Non, écoutez, on vote. Bon, allez, on vote. Madame Soudé, non, vous n'êtes pas inscrite, mais c'est pas grave. Madame Soudé. Vous n'êtes pas inscrite? Oui, Madame Soudé. Alors... Mais vous aviez demandé? Oui, apparemment. Ah bon, ben alors donc, si c'est une friture sur la ligne, on ne va pas vous en pénaliser. Monsieur le Président, chers collègues, la menace terroriste ne doit pas servir de prétexte pour couvrir les velléités de maintien hégémonique d'un pouvoir qui se meurt. Nous ne pouvons ignorer les dérives actuelles du gouvernement sénégalais en place et la criminalisation des opposants politiques. En mars 2021, Amnesty International dénonçait une vague d'arrestations arbitraires d'opposants et d'activistes pour des motifs fallacieux, la mort de Tchèque Colli, victime de répression létale, et la suspension de 2 chaînes de télévision durant 72 heures. Que dire encore de la récente arrestation du journaliste Pape Alé Niang, dont les charges étaient fantaisistes et politiques, selon la coordination des associations de presse. Dans ce contexte, comment garantir que les oppositions politiques ne soient pas davantage muselées et que nous n'assisterons pas à une recrudescence des prisonniers politiques sous couvert de lutte antiterroriste afin de laisser le champ libre au maintien d'un système autocratique? Et voter cette convention à l'État ne contribuera-t-il pas finalement à nourrir le sentiment anti-français qui est le rejet d'un système perçu comme oppresseur? Si vous voulez répondre à Mme Soudé. Oui, cher collègue Soudé, j'entends ce que vous dites et il y a vraiment une situation difficile au Sénégal avec, et je l'ai dit et redit, et vraiment les autorités françaises sont très attentives à ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent, et entre autres l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a un doute sur le fait que est-ce que Macky Sall va tordre le bras à la Constitution pour vouloir se représenter une 3e fois. Juste dessus, les 2 textes que nous signons n'ont rien à voir avec la situation difficile politique. Au contraire, ils garantissent au fond une meilleure entraide entre la France et le Sénégal. C'est pour ça vraiment que je vous invite à prendre plutôt position pour. Je crois que ça actualise les conventions et qu'il y a toutes les garanties pour que ce ne soit pas ni instrumentalisé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le regard du juge, et je le répète, le regard du juge français, auquel on a confiance, reste plein et entier. Bien, on a compris que Mme Soudé était contre et que le rapporteur était pour. Maintenant, la discussion générale est close. Nous allons donc en venir au vote. Donc, le projet de loi comportant l'autorisation de ratification de 2 conventions, il contient 2 articles dans lesquels il convient de se prononcer successivement. On va donc avoir 3 votes, un vote sur l'article 1er, un vote sur l'article 2 et un vote sur l'ensemble du texte. Alors, je vais mettre d'abord aux voix l'article 1er, qui est la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 septembre 2021 entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République française. Qui est pour?
Qui est contre? 3. Qui s'abstient? L'article 1er est adopté. Article 2. Ratification de la convention d'extradition du 7 septembre 2021 entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République française. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, il est adopté. L'article 2 est adopté. Maintenant, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. La commission est-elle d'avis d'adopter le projet de loi numéro 213, autorisant donc l'approbation des 2 conventions d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition du 7 septembre 2021, signées avec le Sénégal. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tous ces votes sont très subtils. Et le projet de loi numéro 213 est adopté à une large majorité et dans la subtilité. Petit mot. Je félicite d'abord le rapporteur d'avoir conduit son vaisseau au port et je lui donne évidemment la parole. La première étape. Merci, Monsieur le Président, pour le conduire au port. Vraiment, vous remercier pour ces échanges et remercier particulièrement notre administrateur et l'administration qui a vraiment fait un travail formidable. On le dit pas suffisamment. Et sans eux, ce serait toujours compliqué de tout faire. Ils sont bons parce qu'on va nous les prendre. Il faut toujours le dire. Merci à vous. Bien sûr. Bien sûr. Bon, il y a une suspension aussi brève que possible, puisque cherche rapporteur désespérément. Bien, la séance est reprise. Si vous voulez prendre place. Le deuxième des textes inscrits à notre ordre du jour de ce matin est le projet de loi adopté par le Sénat qui autorise l'approbation de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental. Alors, je vais pas, c'est inutile que je fasse une présentation du contexte, car tout ça est dans le rapport et va vous être expliqué par Madame la rapporteure, Madame Sabrina Sebailly,
à qui je laisse la parole pour nous présenter cette grande affaire. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, effectivement, comme vient de le dire le Président, j'ai pour charge de vous présenter les enjeux qui entourent deux accords qui renforcent la réponse à l'insécurité maritime dans la partie occidentale de l'océan Indien. Je passe rapidement sur les raisons pour lesquelles cette région doit nous intéresser. La France y compte 1 million de ressortissants, un quart de sa zone économique exclusive, 2 bases militaires à Djibouti et à La Réunion. Et comme chacun sait, dans cette zone transite une part importante de nos approvisionnements. Comme la France est riveraine de l'océan Indien, nous déployons naturellement des efforts pour nous intégrer dans cette région en développant des coopérations ou en investissant dans telle ou telle organisation régionale. Dans cette région, tous les pays sont confrontés à un défi commun, celui de l'insécurité maritime. Nous pensons spontanément à la piraterie au large de la Corne de l'Afrique ou au terrorisme dans le canal du Mozambique. Mais entre la contrebande, le trafic de drogue, d'armes ou même de personnes, ou encore la pêche illicite, les menaces sont multiples sur cette zone. Depuis des années, l'Europe est l'un des principaux pourvoyeurs de sécurité maritime dans l'océan Indien occidental. Et l'Union améliore la connaissance du domaine maritime dans la zone, mais elle contribue également à la lutte contre les pirates à travers la fameuse opération Atalanta. Je rappelle aussi que dans le cadre de sa récente stratégie Indo-Pacifique, l'Union a lancé une présence militaire coordonnée qui vise à mieux justement coordonner les déploiements marines européens dans la zone sur le modèle de ce qui existe déjà dans le golfe de Guinée. De façon positive, on assiste ces dernières années à une volonté croissante des pays riverains d'assurer eux-mêmes une plus grande part des efforts de sécurisation maritime dans la région. Ces efforts convergent au sein du programme MAISE, donc pour Maritime Security, qui peut être considéré comme le socle de l'architecture régionale de sécurité maritime à l'ouest de l'océan Indien. Ce programme a 2 caractéristiques qui le distinguent de l'action conduite par l'Union européenne. D'une part, il ne dépend pas d'une impulsion extérieure à la région, et d'autre part, il traite de tout le spectre de l'insécurité maritime et pas seulement de la piraterie ou du terrorisme. Les 2 accords auxquels je viens s'insèrent dans le cadre du programme MAISE, qu'ils ont vocation à renforcer. Le premier accord vise à approfondir le partage de l'information maritime pour améliorer le suivi des activités des bateaux dans la zone. Pour résumer, il prévoit que les États parties établissent un cadre pour échanger des informations tout en veillant à leur intégrité et à leur confidentialité et à limiter l'usage qui peut en être fait. Le deuxième accord, quant à lui, vise à renforcer la coordination des opérations en mer. Je préfère prendre un exemple pour illustrer sa portée. Donc demain, théoriquement, grâce à cet accord, un navire français embarquant des agents de sécurité français et malgaches et guidé depuis les échelles, par exemple, pourra intervenir sur une mission de sauvetage en mer ou arraisonner une embarcation soupçonnée de trafic de stupéfiants. Ces 2 accords disposeront d'une assise institutionnelle puisqu'ils prévoient la création de 2 centres régionaux, le premier situé à Madagascar et responsable de la fusion de l'information maritime, le deuxième basé aux Seychelles et chargé de la planification des opérations en mer. L'élan en faveur de la coopération régionale est toutefois tempéré par un élan contraire qui vise à préserver la souveraineté des États parties. D'abord, tout échange d'informations maritimes reste à la discrétion des États. En d'autres termes, il n'y a aucune obligation. Ensuite, les réserves sont autorisées. La France prévoit ainsi, par exemple, d'en faire usage pour exclure toute information classifiée du champ des informations pouvant être communiquées dans le cadre de ces accords. Enfin, les modalités de coopération les plus poussées, comme celles qui permettent d'embarquer les forces de sécurité d'un État sur le navire d'un autre État, nécessitent la conclusion d'accords complémentaires. Donc nous pouvons dire que ce nouveau cadre normatif est une bonne chose, mais que c'est une première étape pour pouvoir construire la suite, et il ne sera pas mis en œuvre s'il ne s'accompagne pas d'une réelle volonté politique. Une volonté politique de la France qui devra consentir des moyens administratifs et budgétaires pour jouer son rôle dans la coopération régionale et une volonté politique des autres États riverains dont les ressources sont beaucoup plus comptées que les nôtres. Je voudrais pour finir appeler l'attention de notre commission sur la nécessité de renforcer la lutte contre une menace bien particulière. Je veux parler ici du fléau de la surpêche. Je ne relativise pas les autres menaces comme la piraterie, mais si la piraterie a fortement diminué au cours des dernières années, ce n'est pas le cas ni de la surpêche, ni même de la pêche illégale. Or, l'océan Indien est une zone particulièrement sensible, car beaucoup de populations dans les pays côtiers dépendent de la pêche pour leur subsistance.
Les études montrent que cette zone est aussi l'une des plus exposées aux conséquences du changement climatique. Notre pays a une part de responsabilité majeure. La France est un des principaux acteurs de la pêche industrielle dans cette partie du monde et nos bateaux utilisent des méthodes destructrices pour l'environnement. La surpêche n'a pas seulement pour effet de dégrader l'environnement, elle a aussi pour effet de renforcer l'insécurité maritime elle-même, quand elle prive les populations locales de moyens de subsistance. La surpêche contribue à l'insécurité alimentaire et à l'instabilité politique. Quand elle prive les pêcheurs locaux des moyens de nourrir leurs familles, elle contribue aussi à la piraterie et au trafic de drogue. Alors oui, il est vrai que ces accords incluent dans leur champ de lutte, la lutte contre les atteintes à l'environnement marin. Mais comme on l'a dit, encore faut-il qu'ils soient mis en œuvre. Et s'ils incluent théoriquement la lutte contre la pêche illégale, ces accords ne permettent pas de s'attaquer au problème plus global de la surpêche, dont une large partie reste légale. C'est pourquoi j'appelle à voter en faveur de ce projet de loi, mais j'appelle aussi à adopter j'émets quelques réserves et à adopter quelques mesures. La première, adopter des normes internationales et régionales françaises plus contraignantes, à renforcer la transparence sur le secteur de la pêche industrielle et à interdire les méthodes de pêche les plus nocives pour l'environnement. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. C'est très clair. Vous avez prononcé pour le vote et en même temps, vous souhaitez que des mesures complémentaires soient prises, ce qui est, le message est très clairement passé. On aborde le débat. Maintenant, ça commence par Horizon cette fois-ci et ce sera donc Madame la députée du Bas-Rhin, Madame Cochert, qui va inaugurer le bal. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Alors, l'océan Indien est un espace stratégique. Il est traversé par la plus importante route commerciale et au cœur de rivalités entre États. La sécurité sur cet espace maritime doit permettre la libre circulation des marchandises afin de préserver le fonctionnement de l'économie mondiale. Cela est d'autant plus important que cette sécurité garantit la capacité pour nos départements et régions d'outre-mer, Mayotte et la Réunion, de commencer et de s'approvisionner sans entrave. Nous devons donc soutenir le programme de sécurité maritime, MAS, et les accords de coopération qui en découlent. Nous pourrons ainsi participer à l'action du Centre régional de fusion d'information maritime à Madagascar et du Centre régional de coordination des opérations aux Seychelles, déjà opérationnel. Par cela, la France pourra jouer un rôle de premier plan dans la coopération et la coordination des États côtiers et sur la surveillance maritime de la région de l'océan Indien occidental. La France a émis des réserves suffisantes pour que soit prise en compte notre législation en matière d'information de matériel classifié, de pouvoir de police, de compétences juridictionnelles et de coopération judiciaire. Le groupe Horizon et apparenté votera donc en conséquence en faveur de ce projet de loi. Madame la rapporteure, vous revenez sur la problématique de la surpêche et de l'impact de la pêche industrielle dans la région. Pensez-vous qu'un accord sur la sécurité maritime soit l'outil le plus approprié pour permettre une coopération en la matière? Ne doit-on pas plutôt privilégier des accords spécifiques sur les questions environnementales? Vous voulez répondre à cette question qui est intéressante parce que est-ce qu'on doit se jeter sur tout ce qui est en notre portée pour faire avancer un certain nombre de causes ou est-ce qu'on doit respecter la spécificité des instruments? Alors, en fait, de mon point de vue, c'est vraiment pas, pour le coup, exclusif sur la question de la pêche et notamment de la surpêche. Je pense que tous les leviers, tous les outils dont on dispose et avec lesquels on peut justement mettre fin à ce fléau sont utiles. Dans le cadre de cette coopération, que ce soit d'échange d'informations, même d'intervention directe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en capacité d'identifier des bateaux qui se rendent coupables de surpêche ou de méthodes qui sont aujourd'hui certaines pas totalement interdites, mais qu'on pourrait être amené à interdire, je pense qu'on doit être en capacité d'informer rapidement, d'intervenir rapidement, et cela ne nous empêche absolument pas d'aller sur d'autres stratégies, d'autres partenariats qui peuvent être bilatérales, effectivement, pour travailler sur la question de la surpêche. Merci. Merci infiniment. Pour le groupe écologiste et monsieur le député du Val d'Oise, monsieur Taché. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. D'abord, j'adresse tous mes remerciements à Madame Sabrina Sebaï, ma collègue du groupe écologiste, pour ce rapport et pour le travail qu'elle consacre à la zone de l'océan Indien depuis le début de son mandat. Entre problématiques de sécurité, de commerce, d'exploitation des fonds marins, cette zone, trop souvent oubliée par un État français très autocentré sur son hexagone, nécessite toute notre attention.
La Commission de l'océan Indien, dont nous avons discuté la semaine dernière, est la principale organisation de coopération régionale structurant la zone. C'est pour moi l'occasion de remercier le président Bourlange pour le courrier envoyé à la ministre des Affaires étrangères et de rappeler fermement l'importance que Mayotte soit pleinement intégrée à cet accord et à cette structure. Il n'est pas évident de premier abord que cet accord prenne pleinement en compte la problématique. En effet, les deux accords dont le projet de loi autorise la ratification concernent les deux derniers volets du programme MAS, visant à fournir les ressources nécessaires au renforcement de la sûreté maritime, lui-même placé sous la responsabilité administrative de la COI. Toutefois, dotés d'une autorité décisionnelle indépendante, leur périmètre d'action assure bien l'inclusion de Mayotte et la Réunion. Il faudra tout de même rester vigilant sur cette question à laquelle le groupe écologiste est très attaché. Je veux moi aussi aller plus précisément sur cette question de la pêche et plus précisément de la surpêche. Depuis disposant de ressources halieutiques importantes, Mayotte est soumise à une politique maritime de la pêche tiraillée entre plusieurs paramètres et nombreuses tensions. En parallèle, l'océan Indien est une zone particulièrement exposée aux conséquences de la surpêche. Les pêcheurs mahorais peinent à se constituer en filière et à s'adapter à des réglementations françaises souvent complexes. Depuis début 2021, chaque bateau doit par exemple avoir à son bord un capitaine de nationalité française. Le problème dans cette situation est que la pêche locale doit avoir lieu dans les mêmes eaux que la pêche industrielle. Les industriels tonniers présents dans la région épuisent des stocks d'albacores déjà surexploités. Un accord entre l'UE et les Seychelles a autorisé 8 navires à pêcher dans les eaux de Mayotte. Les conséquences environnementales de ces véritables aspirateurs de l'océan sont désastreuses et les compensations financières sont utilisées par la France hexagonale et non par le département. Ces accords, chers collègues, sont insuffisants pour répondre au problème de la surpêche dans cette partie du monde. Nous les soutiendrons néanmoins, comme l'a rappelé Madame la rapporteure. Il est nécessaire que celle-ci soit réglementée de manière bien plus stricte, laissant aux petits pêcheurs la capacité d'exister. Nous devons nous saisir à bras le corps de ce problème qui impacte, on le voit, une partie de la France déjà depuis trop longtemps abandonnée. Merci. Madame la rapporteure, vous souhaitez répondre à votre collègue et ami Aurélien Taché? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, alors, il y a eu plusieurs interrogations effectivement sur la question de la COI et de ces accords avec la question de Mayotte. Et c'est vrai qu'y compris dans le rapport, il y a une petite ambiguïté parce qu'il y a un passage où il est écrit que la France a rejoint l'accord au titre de la Réunion, mais que dans le périmètre d'application, Mayotte est intégrée. Donc, après avoir fait plusieurs allers-retours avec le ministère des Affaires étrangères et avoir posé à plusieurs reprises la question, on nous indique que Mayotte est pleinement intégrée dans cet accord, même si ça repose effectivement sur la COI pour deux des programmes, puisqu'ils sont confiés à la COI, c'est essentiellement le secrétariat de ces deux accords. Donc aujourd'hui, on peut estimer, a priori, que Mayotte est pleinement intégrée. Sur la question de la surpêche, je l'ai déjà dit, je pense qu'effectivement, il faut qu'on avance très rapidement et de manière coordonnée sur cette question de la surpêche, y compris parce que les dispositifs qui sont utilisés aujourd'hui, tels que les dispositifs flottants pour aller arrimer finalement tous les poissons, y compris dans les aires marines protégées, et donc assécher complètement ces zones pour les territoires qui vivent de la pêche, sont un vrai problème environnemental, mais aussi économique pour la zone. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la question de la surpêche. Merci. Pour le groupe Lyotte, c'est Madame Youssoufa. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame la rapporteure, Madame Sebaï, pour son rapport et l'engagement du groupe des écologistes pour Mayotte. Nous en sommes très touchés et attentifs. Les deux sujets qui sont posés, tant le travail de la Maritime Security par rapport à Mayotte, mais aussi la question de l'exploitation des réserves halieutiques dans la région, sont deux sujets extrêmement importants. Donc effectivement, je ne peux qu'aller dans le sens de Madame la rapporteure. Je trouve la réponse du Quai d'Orsay parfaitement ambiguë et à l'image de leur comportement quant à l'intégration de Mayotte dans son environnement régional. Il y a par ailleurs dans le texte un élément où il est explicitement écrit que ces accords ne peuvent en aucun cas aboutir à une revendication territoriale concernant des frontières maritimes d'un État partie, un État partie étant les Comores qui revendiquent Mayotte. Donc on a du mal à ne pas voir ces dispositions comme un garde-fou face aux revendications de l'Union des Comores sur Mayotte, et nous sommes étonnés qu'une telle coopération puisse s'affranchir de telles mentions.
Donc effectivement, pour nous, nous avons des réserves quant à cet accord. Je reviens sur la question qu'a évoquée le collègue Taché avec beaucoup de précision. Effectivement, la surpêche dans la zone prive les pêcheurs mahorais de réserves. On voit les réserves halieutiques diminuer, l'équilibre alimentaire pour la population qui reposait principalement sur une alimentation riche en poissons a basculé sur une alimentation de viande importée qui a un impact direct sur l'équilibre alimentaire de la population, mais aussi notre pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il est important de travailler ensemble sur ces questions et effectivement de demander au Quai d'Orsay des précisions écrites quant à l'application de Maritime Security à Mayotte, par écrit, explicitement, et non implicitement en parlant de zone géographique. Là, on parle de participation officielle. Je vous remercie. Si vous voulez répondre à Madame Youssoufa. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Estelle Youssoufa, donc, qui connaît mon attachement à ce que Mayotte, justement, soit pleinement intégrée dans les accords, dans les différents accords, et bien sûr dans son territoire, dans le périmètre. Ça a été dit, hein, effectivement, c'est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire qu'on n'acceptera aucune revendication. C'est justement dans les deux accords. Je pense que c'est un garde-fou aujourd'hui qui est important. Il était important qu'il soit posé dans le cadre de ces accords. Par rapport à toutes les discussions qu'on a eues sur la question du périmètre d'application de ces accords et le fait, effectivement, de la question de Mayotte, intégrée ou pas dans le périmètre, aujourd'hui, on a effectivement eu des réponses du Quai d'Orsay qui nous indiquent que c'est bien le cas. Mais en tout cas, moi, ce que je m'engage à faire, c'est d'ici au passage en séance, de demander par écrit une réponse effectivement sur le fait que Mayotte est pleinement intégrée dans le périmètre, en tout cas de ces accords, afin qu'on puisse avoir quelque chose d'écrit et sur lequel on puisse voter de manière totalement claire et transparente. Parce que, comme je le disais, il y a une confusion aujourd'hui dans le rapport sur le périmètre, vu qu'à un moment du rapport, il y a juste indiqué la Réunion, puis finalement Mayotte. Donc c'est un peu compliqué. Pour plus de clarté, je pense, et pour que le vote soit plus clair pour tout le monde, il me semble effectivement nécessaire que ce soit bien confirmé par le Quai d'Orsay. Je vous remercie. Permettez-moi de dire un mot à ce sujet. Je crois qu'on ne va pas écrire toutes les semaines au Quai d'Orsay chaque fois qu'il y a un texte. Ça serait vraiment user notre crédit et le dissiper. En revanche, vous avez un moyen très simple d'aboutir au résultat que vous cherchez, c'est de demander, pour l'instant cet accord est prévu en procédure simplifiée, vous pouvez très bien, puisque c'est à chaque groupe le pouvoir de le demander que ça soit en séance publique, et en séance publique, vous aurez en face de vous le gouvernement, vous l'interpellerez, vous lui poserez la question, et il vous fera une réponse précise sur cette question. Je crois que c'est la meilleure manière d'atteindre au résultat, et sur la base de ce que vous aurez entendu, vous prononcerez pour ou contre le texte. Voilà, je crois que je vous propose ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Youssoufa ? Effectivement, c'était notre espoir lorsque nous avions demandé un scrutin public pour l'adhésion à la COI. Et vous voyez que cet après-midi, il n'y aura pas. Donc, demander une réponse écrite nous épargne les mesures d'évitement que peut adopter le Quai. Mais effectivement, nous demanderons une procédure. Je crois que vous pouvez difficilement dire que sur l'affaire de la COI, vous n'avez pas été entendu, enfin la commission n'a pas été entendue. On a demandé que ce ne soit pas soumis à ratification sans que des conversations soient poursuivies, soit entre nos groupes, soit avec effectivement les parties prenantes à la commission de l'océan Indien. Et personnellement, je me réjouis du fait que le gouvernement a réagi 5 sur 5, comme on dit, à la demande, aux inquiétudes et à la demande de la commission. Donc, de toute manière, quand viendra en séance pour la ratification l'accord sur la COI, toutes les questions seront posées, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui ira en séance publique. Et là, je crois vraiment que c'est la meilleure solution. De toute manière, on n'aura pas de réponse. À mon avis, si on faisait une réponse écrite, le Quai d'Orsay dira « vous avez qu'à voter, vous avez le débat », il nous dira ça. Mais en revanche, on va effectivement informer très précisément le Quai d'Orsay du fait qu'il aura une question sur ce sujet
et qu'il a toutes les raisons d'affûter sa réponse. Voilà. Bon, maintenant, le suivant sur la liste, c'est Monsieur Mesdorf, qui est donc pour Renaissance et qui incarne ici la présence de la Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Président. On commence à être des habitués de l'océan Indien et de la COI dans cette commission, donc je me permets de ne pas lire quelque chose et d'exprimer la position du groupe. Non mais alors déjà tout ce qui concerne les accords qui nous permettent de renforcer notre présence dans l'océan Indien et dans la zone Pacifique sont bien sûr des accords à soutenir, et on salue le travail du gouvernement sur le sujet, bien évidemment. La question politique qui se pose, comme elle s'est posée il y a une semaine, c'est effectivement l'intégration de Mayotte dans le dispositif actuel. Les réponses que nous fait le Quai d'Orsay sont de plus en plus claires, en tout cas, sur le fait que Mayotte est bien intégrée dans cet accord. J'en veux pour preuve la transmission de l'article 1er de l'accord qui précise que la zone d'opération régionale signifie l'ensemble des zones maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de la juridiction exclusive ou de la souveraineté ou des droits souverains des États parties, conformément à leur législation nationale respective, ainsi que les espaces de haute mer et l'espace aérien surjacent englobés dans la zone d'intérêt général du Centre régional de coordination des opérations. Ce n'était pas le plus important, l'important arrive. Longitude 20 degrés est et 76 degrés est, latitude 26 degrés nord et 37e degré sud, ce qui fait qu'après vérification géographique de manière très précise, ça intègre Mayotte. Voilà. Donc je pense que le gouvernement, suite à votre proposition, Monsieur le Président, viendra confirmer mes dires. Et donc c'est avec une grande facilité et enfin un grand plaisir que nous donnons un avis positif sur ce texte. Voilà. Bon, c'est mieux que dans Les Enfants du Capitaine Grant, où ils n'ont que la latitude, ce qui les conduit à faire le tour du monde pour retrouver le pauvre Capitaine Grant. Le rapporteur, la rapporteure, bien sûr. Non, pas de question, pas de réponse. Ça me paraît très, très logique. Maintenant, c'est Monsieur Buisson. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, avec près d'1 million de compatriotes, les départements de La Réunion et de Mayotte, les terres australes et antarctiques, ainsi que les plus d'1 million de kilomètres carrés de la ZEE, la France est une des puissances majeures qui détient des intérêts stratégiques dans l'océan Indien, tout particulièrement dans l'océan Indien occidental, cette vaste zone maritime allant du détroit d'Ormuz au cap de Bonne-Espérance, dont les pays côtiers continentaux comme insulaires connaissent d'énormes difficultés. Des problèmes de construction étatique et de développement de la piraterie en Somalie, de la guerre au Yémen en passant par l'immigration clandestine provenant des Comores ou encore l'instabilité politique chronique de nombreux pays, les deux départements de La Réunion et de Mayotte, quand bien même mis de côté par les gouvernements successifs, désintéressés de nos compatriotes ultramarins, sont des îlots de stabilité dans un océan Indien en proie à des crises politiques, sociales, économiques et sécuritaires. La France, pour ses citoyens réunionnais et mahorais, ainsi qu'en vertu de son statut de grande puissance, a le devoir de participer à la stabilisation d'une zone maritime importante pour ses citoyens, ses intérêts et même l'activité économique mondiale. Les problèmes sécuritaires majeurs de cet espace ont conduit de nombreuses puissances, dont la France, à se joindre dans des opérations multinationales thématiques telles que l'opération Atlante de l'Union européenne. Le programme MAZ, Maritime Security, créé sous le patronage de la Commission de l'océan Indien, vise à suppléer ces opérations multinationales et à terme à créer une architecture de sécurité maritime régionale. Ces deux accords mettent en application deux volets et ce programme concernant le partage d'informations et la coordination des opérations en mer. Le Rassemblement national souscrit donc pleinement à la philosophie et au contenu de ces accords comme aux réserves légitimes exprimées par la partie française pour le respect de notre législation. Nous votons donc pour ce texte d'approbation, mais nous souhaitons toutefois exprimer de nouveau nos inquiétudes quant à l'exclusion de Mayotte de la COI. Nous nous réjouissons du retrait de ce texte et appelons le gouvernement à la fermeté face aux revendications comoriennes pour aboutir à un nouvel accord incluant bel et bien, ça a été précisé, Mayotte. Nous ne pouvons transiger avec le statut de nos compatriotes mahorais. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député de l'Ain. Maintenant, c'est madame... Vous n'avez rien à dire? Pas de questions, pas de réponse. Pas de questions, oui. Maintenant, c'est donc madame Abomangoli pour la France insoumise. Nadège est à vous.
Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. D'abord, remerciements à notre collègue Sabrina Sebaï pour la qualité de son rapport sur ces accords visant à lutter contre l'insécurité maritime dans l'océan Indien. La zone couverte par cet accord, l'ouest de l'océan Indien, est une zone de transit incontournable à laquelle viennent s'ajouter des ressources halieutiques importantes, des enjeux sécuritaires que vous avez rappelés entourent cette région du monde et concernent directement la France qui dispose d'1 million de kilomètres carrés de zone économique exclusive avec la Réunion et Mayotte. Cet accord multilatéral est donc une nécessité et s'engage dans la continuité d'efforts de coopération enclenchés il y a maintenant une quinzaine d'années. Nous nous en réjouissons. Cependant, comme vous le soulignez, Madame la rapporteure, des problèmes subsistent, notamment sur la question de la surpêche qui affecte cette région du monde. À ce stade, et compte tenu du flou relatif au périmètre que vous avez rappelé tout à l'heure, concernant Mayotte notamment, notre groupe s'abstiendra. Néanmoins, 2 questions, Madame la rapporteure. La première, l'utilisation de la Commission de l'océan Indien ou COI pour l'application du programme MAZ a-t-elle une incidence particulière pour son application dans les eaux territoriales autour de Mayotte? Deuxième question, il y a la stratégie gouvernementale de la France dans l'Indo-Pacifique. Cette stratégie structurée autour de 4 piliers aujourd'hui: sécurité et défense, économie et connectivité, multilatéralisme et état de droit, et enfin changement climatique, biodiversité et gestion durable des océans. Vous y êtes, Madame la rapporteure, nous le savons toutes et tous, très sensibles. Donc comment le premier pilier, à savoir sécurité et défense, que nous avons étudié ici, peut-il s'articuler au 4e pilier, à savoir les enjeux écologiques? Je vous remercie. Merci, merci Madame la députée. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Donc, effectivement, j'avoue que moi-même, quand j'ai vu que le texte sur la COI avait été retiré, je me suis posé la question de savoir quelle incidence ça aurait sur ces 2 accords qui sont proposés aujourd'hui. Alors, après avoir bien sûr posé pas mal de questions, et la réalité, c'est que la COI, en fait, ne devait s'occuper que de la partie secrétariat sur ces 2 accords, mais que surtout ce qui a été retiré du texte de la COI, c'était juste une évolution de la COI telle qu'elle existait, et non pas sa création. Donc la COI existe toujours dans sa forme initiale. Pour l'instant, ce qu'on n'a pas voté, ce qui a été retiré, c'est plutôt justement l'évolution de la COI en tant que telle. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, ça n'a pas d'impact. En fait, le retrait de ce texte n'a aucun impact. La seule alerte qu'on s'était mise, c'était la question de Mayotte, effectivement, de son intégration ou pas. Je vais juste rectifier un petit peu, parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait c'était au niveau du rapport qu'il y avait une confusion, mais la réalité, c'est que la confusion vient de l'étude d'impact, puisque visiblement, c'est au moment de l'étude d'impact qui a été indiqué qu'effectivement, la France avait signé ces accords au titre de la Réunion. Or, ce n'est pas le cas, puisque visiblement c'est au titre de la France, Mayotte y compris. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir plus de précision sur cette étude d'impact pour vérifier, puisque c'est ce qu'on a transcrit dans le rapport, puisque ça c'était inscrit de cette manière-là dans l'étude d'impact. Sur le périmètre d'application, Mayotte est bien intégré, donc je dirais qu'aujourd'hui, le fait que la COI soit retirée ne change rien à ces 2 accords. Sur l'autre question qui est posée sur la question effectivement de la question climatique et environnementale et de la défense, moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur cette zone-là, on a besoin de travailler sur tous les axes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les opposer les uns aux autres. On a besoin, de toute manière, je l'ai dit dans ma présentation, tout est très lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la surpêche, on assèche complètement les filières là-bas. Donc on entraîne de la pauvreté, on entraîne de l'instabilité politique, ce qui engendre de la violence, des trafics. Et donc, finalement, tout étant lié, on a besoin de travailler très activement sur les causes, finalement, de ce qui engendre les instabilités et les violences dans ces zones, et donc aussi d'y répondre au niveau de la défense et au niveau sécuritaire. Donc, je pense que ces accords, finalement, qui sont une première étape, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il faudra travailler pour qu'ils soient effectifs, et puis surtout, il faudra que les États soient volontaires politiquement pour que ça fonctionne. Mais de mon point de vue, pour ça, on a aussi besoin d'installer une confiance entre les États, parce que échanger des informations sensibles, c'est pas si anodin que ça, et je pense que les États ont aussi besoin d'être en confiance, de travailler ensemble pour pouvoir avancer sur cette question. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un avis favorable là-dessus. Je pense que c'est une première étape qu'il faudra surveiller et sur laquelle on devra apporter des modifications et des améliorations. Je vous remercie. Monsieur Fuchs, qui, comme le crocodile dans Peter Pan, doit avoir avalé un réveil parce qu'il est entré exactement 30 secondes avant que son temps de prise de parole arrive.
Monsieur le député du Haut-Rhin parler au nom du MoDem. Merci, Monsieur le Président. Je vous félicite pour cette référence spontanée que je n'avais pas eu à l'esprit moi-même d'exprimer. En tout cas, merci, Madame la rapporteure, chers collègues. Je pense qu'on peut dire qu'en renforçant la coopération maritime avec ses partenaires de l'océan Indien, la France renforce également ses positions et son influence dans un des endroits les plus stratégiques du monde. Ça a été déjà plusieurs fois dit, notamment par vous, Madame la rapporteure. Et donc, l'évolution des accords qui nous est proposée aujourd'hui semble aller dans le bon sens, car si la menace des pirates, notamment venus de Somalie, est plus limitée qu'elle ne l'était dans les années 2000, ce phénomène n'a pas totalement disparu. C'est d'ailleurs le résultat de la coopération internationale qui a permis de réduire drastiquement le nombre des attaques. Les causes de ces attaques subsistent, comme le délitement de l'État somalien, la très grande pauvreté dans laquelle se trouve une partie de la Corne de l'Afrique, ou encore le trafic maritime dans l'océan Indien occidental, qui demeure toujours aussi important et reste donc attractif pour les pirates. Outre la piraterie, la menace islamiste reste très forte dans la région, ce qui conduit Total Energy, par exemple, en 2021, à ajourner un projet au nord du Mozambique. Et enfin, la région occidentale de l'océan Indien est sujette à de multiples risques. Et l'intérêt de l'accord de coopération qui nous intéresse aujourd'hui est qu'il devance des menaces potentielles et participe à les anticiper. J'aimerais toutefois abonder dans le sens de Madame la rapporteure sur la dimension environnementale de cet accord. Même si ce n'est pas l'objectif premier de cet accord, il apparaît évident que la coopération maritime moderne doit s'intéresser à la surpêche et à la pollution maritime et ne pas se borner à s'attaquer à la pêche illégale, en raison notamment des conséquences de la pêche surintensive qui sont très justement décrites dans votre rapport. À l'avenir, il sera nécessaire d'être attentif à ce que les prochaines évolutions de notre coopération dans l'océan Indien intègrent l'ensemble de ces enjeux environnementaux. Ça semble aujourd'hui, en 2023, la base, bien sûr, de toute discussion. J'aimerais vous interroger sur deux réserves émises par la France dans cet accord, sur l'échange et le partage d'informations maritimes, mais aussi sur l'emploi de la force et de la contrainte par nos partenaires dans les eaux françaises. Voilà mes deux interrogations pour rester dans le format millimétré que le président a bien voulu faire. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, si vous voulez répondre à notre collègue Fuchs. Oui, merci Monsieur le Président, merci chers collègues. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur l'enjeu environnemental et climatique, particulièrement cette année 2023, mais particulièrement aussi sur cette question de la surpêche dans cette zone du monde. Sur les deux questions que vous posez, la première, c'est sur l'échange d'informations. Effectivement, la France a mis une réserve pour ne pas transmettre d'informations classifiées. Donc, je le disais aussi tout à l'heure, c'est le début de quelque chose. On a besoin d'un temps de travail en commun, d'installer la confiance. Et en tout cas, pour le moment, c'est une réserve émise par la France qui lui permet de ne pas transmettre des informations classifiées dans le cadre de ces accords maritimes. Le deuxième, qui concerne le partenariat, en tout cas en termes d'effectifs, je le disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bateau, effectivement, peut intervenir avec des officiers qui sont d'un autre État. Pour cela, ça sera mis en place, puisque c'est ce que prévoient ces accords, mais nous aurons besoin d'avoir des conventions particulières pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc ça viendra dans un second temps. C'est ce que je disais, ces deux accords sont vraiment une première étape, et c'est à nous qu'il reviendra, effectivement, de pouvoir suivre la mise en œuvre de ces deux accords. Merci infiniment. Le dernier orateur inscrit, c'est pour les socialistes, Monsieur David. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. D'abord, félicitations à Madame la rapporteure pour la qualité de son rapport. Cela a été détaillé, la France, avec les îles de la Réunion et de Mayotte, ainsi que les terres australes et antarctiques françaises, possède plus d'1 million de kilomètres carrés de zones économiques exclusives dans l'océan Indien. Elle y est également présente militairement avec ses bases à La Réunion, à Djibouti, ainsi qu'à travers les nombreux accords de défense qui la lient avec les États insulaires de la région. Le programme MAZ est le seul programme de la région qui couvre l'ensemble des aspects de la sûreté et de la sécurité maritime, contrairement à d'autres programmes plus spécialisés. Il est financé à hauteur de 42 millions d'euros dans le cadre du Fonds européen de développement pour 2013-2022. La particularité de ce programme est d'assurer
la sécurité maritime via l'échange d'informations et la coordination d'opérations en mer, et surtout de chercher à rendre les États riverains à terme autonomes par rapport aux moyens et aux capacités européennes pour qu'ils prennent en main eux-mêmes leur propre sécurité. Les 2 accords à ratifier ne sont qu'une des 5 composantes de ce programme MAS qui est beaucoup plus large et comporte par ailleurs la participation d'autres pays non membres de ces accords, notamment les États continentaux africains. L'accord sur l'échange d'informations a pour objectif d'assurer une meilleure connaissance des informations sur la situation du trafic maritime et d'assurer plus efficacement la lutte contre les différents types de menaces. Il s'appuie sur le centre de fusion des informations maritimes situé à Madagascar et qui a pour objet de fusionner toutes les informations et données de géolocalisation des navires sur une seule interface. L'accord sur la coordination des opérations vise, lui, à lutter contre la piraterie maritime, les trafics d'armes et de stupéfiants, mais aussi à travers la mise en œuvre d'opérations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi de protection de l'environnement marin. Des agents des navires répressifs peuvent être embarqués à bord conformément au droit applicable. Ces opérations de coordination des opérations en mer s'appuient sur un centre régional de coordination des opérations basé aux Seychelles. Comme nos collègues du Sénat, les députés du groupe socialiste voteront en faveur de ces 2 textes et n'ont pas de questions particulières. Bon, pas de questions. Madame la rapporteure, pas de réponse. Vous engrangez avec satisfaction le fait que le groupe socialiste approuve votre rapport. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Nous sommes au terme de la discussion, donc si vous voulez dire un mot avant qu'on passe aux voix, c'est le moment. Plus il sera bref, mieux ce sera. Monsieur, vous pouvez éteindre votre micro, Alain. Comme toujours. Merci, Monsieur le Président. Oui, juste quelques mots pour remercier tous les collègues du fait qu'ils vont valider ces accords que je présente aujourd'hui, de l'attention particulière, mais je suis sûre que ma collègue Estelle Youssoufa fera de même sur l'attention particulière qui est portée sur Mayotte et le fait qu'il soit bien intégré dans le cadre de ces accords. Et surtout, juste peut-être 2 mots. Le premier, pour vous remercier aussi de la qualité de vos interventions concernant notamment la question environnementale et la question de la surpêche. Je pense que c'est extrêmement important et j'espère en tout cas que la France ou nos bateaux qui pêchent là-bas seront exemplaires en matière de pêche, en tout cas qu'ils modifieront la manière dont ils pratiquent aujourd'hui la pêche dans cette zone et que nous serons en capacité aussi d'engager peut-être un travail transpartisan sur cette question de la surpêche pour avancer sur cette question et limiter tout ce qui se passe là-bas en termes de catastrophes sur cette filière. Merci, c'est parfait. Maintenant, la discussion générale est close. Nous en venons au vote. Donc, le projet de loi comportant l'autorisation de l'approbation de 2 accords internationaux, il contient 2 articles sur lesquels nous allons nous prononcer successivement. Alors, article 1er, approbation de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental du 29 avril. Ce n'est pas l'océan qui est du 29 avril, mais l'accord du 29 avril 2018. Qui est pour? Bon, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Non. Madame Manoucha, 2 abstentions. 3. LFI. Très bien. Très bien. Donc, l'article 2, l'article 1er est adopté. Article 2, approbation de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental, toujours du 29 avril 2018. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? LFI et Lyotte. L'article 2 est adopté. Je mets à présent aux voix l'ensemble du projet de loi. La commission est-elle d'avis d'adopter le projet de loi numéro 385, autorisant l'approbation de l'accord pour la mise en place d'un mécanisme d'échange et de partage de l'information maritime dans l'océan Indien occidental et de l'accord régional sur la coordination des opérations en mer dans l'océan Indien occidental? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, s'il y a une certaine cohérence entre vos votes, ce qui est toujours rassurant
pour le président de séance. Donc le projet de loi numéro 385 est adopté sans modification. Madame la rapporteure, je vous félicite. Je crois que tout le monde, et c'est très justifié, indépendamment du vote qui a été émis, a rendu hommage à la qualité de votre rapport. Et je crois que nous avons vraiment apprécié la façon dont vous avez étudié, examiné l'ensemble de ces problèmes. Et je crois que là, nous avons voté autant pour la rapporteure que pour le rapport, que pour le projet de loi. Voilà. Maintenant, chers collègues, je crois que la séance est levée. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous remercie de cette séance qui a été quand même une matinée intéressante.